Bonjour, merci Norbert, merci Michel. En fait, je ne vais pas vous faire une analyse, je vais simplement vous présenter un outil que le SIGREF bâtit depuis maintenant pas mal d'années. Avant toute chose, quelques mots sur le SIGREF. Donc effectivement, nous sommes un réseau de grandes entreprises. Nous n'avons pas été bâtis par des DSI, nous avons été bâtis par des grands patrons d'entreprises qui se sont réunis un jour ensemble et qui se sont dit en 70... sur mes ordinateurs, moi j'ai tel problème, etc. Et puis l'autre disait, moi aussi. Et je parle bien de patrons d'entreprise, de grands groupes. Et ils se sont dit, si tu as les mêmes problèmes que moi, pourquoi est-ce qu'on ne partagerait pas? Et c'est partant de 3-4 grands groupes que le SIGREF, effectivement, s'est bâti pour devenir un réseau aujourd'hui de 150 entreprises qui sont représentées, alors plus par leur patron, mais qui est représenté par leur DSI et CIO et comment dirais-je, grand patron informatique ou vice-président numérique. Nous sommes effectivement acteurs du numérique parce que nous intervenons sur beaucoup d'aspects du numérique. Nous intervenons sur la partie RH, on va en parler là. Nous intervenons aussi sur les parties technologiques, plutôt sur les enjeux stratégiques des nouvelles technologies, les enjeux stratégiques des architectures. Nous travaillons aussi beaucoup sur, on a parlé d'éthique, il y avait une question sur l'éthique, sur la place de l'éthique dans les systèmes d'information, mais aussi effectivement dans le numérique, la recherche aussi, comment la recherche évolue dans les grands groupes. Donc sur tout un ensemble de sujets. Moins sur la partie opérationnelle, beaucoup plus sur la partie stratégique. Quels sont les enjeux stratégiques pour des dirigeants d'aller effectivement vers le numérique et surtout quelle est la valeur ajoutée que le numérique peut apporter à une entreprise. Et bien évidemment, comme nous sommes une association, nous sommes au service de nos membres et dans la salle, ici, en tout cas dans le milieu de l'assurance, il y a beaucoup de membres du SIGREF qui sont représentés, bien évidemment. Voici quelques-uns des travaux que nous avons publiés récemment. Vous voyez donc la diversité effectivement des travaux. Donc cybersécurité, le mot important c'est le troisième, c'est décidé. Intelligence artificielle en entreprise, blockchain. Blockchain qui est un blockchain pour les dirigeants, pour comprendre la valeur ajoutée de la blockchain effectivement pour une entreprise. Une problématique de coût. Agile at scale, on a parlé d'agilité, on va en reparler effectivement lors de la table ronde certainement. Je pense. L'alternative aux grands fournisseurs. Vous avez parlé effectivement de la gestion des fournisseurs. On s'intéresse effectivement à ça. Le software asset management et puis aussi les problématiques d'architecture d'entreprise et autres. Le SIGREF, sur la même logique que sa fondation, en 91, on a des DRH qui se sont mis ensemble et qui se sont dit moi, j'ai des problématiques de description de métier, j'ai un référentiel, c'est compliqué, ça évolue vite, comment est-ce que je peux faire? Et toi, comment tu fais? Donc, ils se sont mis autour d'une table et ils se sont aperçus qu'ils avaient effectivement les mêmes pratiques, les mêmes problématiques. Et donc, ils ont commencé à partager dès 91. Donc, on a un référentiel qui est assez vieux, des travaux et leur référentiel d'entreprise. Alors, j'utilise le mot référentiel, mais en fait, nous, on a changé de nom très rapidement. Enfin, en tout cas, parce que le mot référentiel, ça a une connotation d'exhaustivité, standard, référence, norme. On a préféré, comme vous d'ailleurs, prendre le terme de nomenclature. Du coup, il n'y a pas de principe d'exhaustivité dans cet outil. On a un principe, par contre, de réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce référentiel présente non pas ce qui doit être, mais ce qui est, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc souvent, on nous dit souvent, le SIGREF pense le futur. Non, non, on ne pense pas le futur. On dit simplement la réalité de vos entreprises, c'est ça. Donc, quand ça évoluera, on fera évoluer effectivement la nomenclature. Donc du coup, effectivement, comme je l'ai dit, cet outil rassemble un ensemble d'éléments dont nous sommes sûrs de leur existence. Il en manque peut-être, parce qu'effectivement, le deuxième mot important, c'est le consensus. On va le voir ici, dans notre méthodologie. Et il en manque peut-être, des choses, mais c'est parce qu'on n'a pas eu un consensus suffisant pour pouvoir les y mettre. Donc le constat, c'est qu'effectivement, la plupart des métiers des DSI des grandes entreprises ont les mêmes missions et les activités. Du coup, ils devraient être capables de les mettre ensemble et toutes ces définitions pour décrire des métiers génériques. Notre règle principale, c'est le consensus. Ça, c'est important. Donc, voilà la phrase maîtresse. Tous les métiers qui ont été décrits dans la nomenclature existent. Il y a eu un consentement pour les y mettre. Si néanmoins, certains métiers ne s'y trouvent pas, c'est qu'il n'y a pas été possible de trouver un consensus sur leur description. Et c'est la même chose pour les missions, les activités, les compétences, etc. Un petit point particulier, c'est sur les mises à jour.
Alors pourquoi est-ce que je le mentionne? C'est parce qu'en fait, on a un rythme qui était assez régulier jusqu'à présent, une mise à jour mineure tous les 2 ans et une mise à jour majeure tous les 5 ans. Et puis là, depuis ces quelques dernières années, on voit s'accélérer les choses, on va en parler. Et là, en l'espace de 2 ans, 2-3 ans, on a une multitude d'adaptations, de modifications qui font qu'effectivement, cette nomenclature, eh ben, il faut suivre son évolution rapidement. Donc on a une version en 2015. On aurait dû s'attendre à une version en 2020, majeure. Non, on a eu une version en 2017, en 2018. Donc deux versions, effectivement, dans des dates très courtes. Et c'est vrai que j'anticipe, mais je pense que d'ici, déjà, on commence à voir des collègues à vous qui nous disent il y a encore des métiers qui arrivent. Est-ce que mes collègues ont les mêmes définitions? Est-ce qu'on pourra les partager? Et on a encore effectivement pas mal de choses à faire d'ici 2020. Je pense qu'il y aura certainement une nouvelle version. Peut-être pas en 2019, mais en tout cas en 2020, c'est quasiment certain. Ouf, ça c'est le mauvais slide. Donc en fait, la nomenclature, c'est 48 métiers aujourd'hui. Hein. C'est 48 métiers qui sont partagés. Donc ça, c'est le slide effectivement à jeter. Par contre, c'est 48 métiers qui sont répartis dans 9 familles. Alors, le point important, c'est que jusqu'en 2009, nous avions des silos, des familles par silo. On avait le développement, la production, le management, les études. Voilà, c'était très siloté. En 2009, on a beaucoup d'entreprises qui nous ont dit on ne pense plus les systèmes d'information comme cela. Et d'ailleurs, ça nous pose des problèmes, parce que pour passer d'un silo à l'autre, c'est compliqué. Il faut qu'on repense la structuration de la nomenclature. Et donc, on a pris effectivement une organisation beaucoup plus transversale, qui est la suivante. Organisation et gestion des évolutions du système d'information, le management de projet de manière générale, cycle de vie des applications, mise à disposition et maintenance en conditions opérationnelles des infrastructures, support et assistance, sécurité, management opérationnel. Et puis tout récemment viennent d'arriver les données et les relations fournisseurs. Donc on a pu cette siloisation, Michel, hein c'est ça, effectivement, que l'on pouvait observer, qu'on observe encore dans certaines entreprises, effectivement, mais qui tendent véritablement à évoluer vers cette transversalisation. Je l'ai bien dit. Très rapidement, mais c'est simplement pour bien comprendre, je pense qu'effectivement, comprendre qu'est-ce que c'est qu'un métier au sens du SIGREF, en tout cas au sens des membres du SIGREF. Un métier, c'est avant toute chose une description d'un générique qui n'est pas une fiche de poste. À chaque métier est associée une mission principale qui est réalisée par de multiples activités et avec en lien avec les processus de l'organisation. L'ensemble de toutes ces activités requiert un certain nombre de compétences qui sont associées à un ensemble de connaissances et de savoir-faire. Voilà, quelque chose qui se lit très facilement et qui permet de comprendre facilement effectivement ce que c'est qu'un métier. Alors là, on tombe effectivement sur une de nos fiches de poste. Voilà, ça c'est la traduction effectivement de ce que je viens de vous dire. On a simplement nous rajouté les autres dénominations dans nos entreprises, parce que tous les métiers, même s'ils ont une description identique, peuvent avoir des dénominations différentes. On a rajouté des petites choses, hein. Par exemple, qu'est-ce que produit un métier, c'est important, les livrables, mais aussi des indicateurs de performance, parce que beaucoup de DRH partaient du principe que l'on doit pouvoir aussi mesurer l'efficacité d'un métier, ce qu'il produit, donc c'est important. Et puis, pour compléter aussi, on a rajouté la partie parcours professionnel, et puis les tendances et facteurs d'évolution qui viennent compléter la définition d'un métier. Alors, qui utilise cette nomenclature aujourd'hui? Beaucoup de grandes entreprises. On a à peu près un peu plus de 50% des membres du SIGREF. Je vous ai dit qu'on avait 150 membres. L'utilisent. J'en ai cité quelques-uns ici, SNCF, Michelin. Alors quand je dis utiliser, il y a différentes façons d'utiliser. Soit vous la prenez, vous l'appliquez stricto sensu. C'est ce que font certains. Soit vous la prenez et vous l'adaptez en supprimant ce qui ne va pas. Soit vous la prenez et vous l'enrichissez. Et donc il y a effectivement des entreprises qui ont pris effectivement cette nomenclature et qui ont créé des nouvelles fiches parce que pour elles il y avait des nouveaux métiers en respectant la structuration de cette nomenclature. Depuis à peu près 10 ans, on est en 2018, donc depuis à peu près 9 ans, 2009, on a aussi des PME qui s'intéressent à cette nomenclature parce que c'est aussi un gain de temps pour elles. Essayer d'organiser, de structurer les ressources humaines de leur organisation, c'est quelque chose effectivement qui est important. Alors c'est un peu compliqué pour eux parce que souvent dans une PME, il faut agréger différents métiers. Un développeur peut être aussi chef de projet, un chef de projet peut être aussi architecte, et puis responsable sécurité, etc. Donc souvent ils m'appellent au téléphone, on s'aide, on essaie de bâtir, on essaie de les aider, de les guider, et on y arrive, mais c'est vrai que c'est important.
On a aussi les écoles et les centres de formation qui utilisent la nomenclature. Alors j'en ai cité quelques-uns. On a les CFA, on a les Mièges de France. Alors les Mièges de France ont fait quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'ils ont créé un cursus, dans le cursus de la Miège, ils ont créé effectivement des cursus basés sur les métiers et les compétences du SIGREF. Et en plus, ils ont développé un outil qui permet dynamiquement de modifier le cursus en fonction des évolutions technologiques qui pourraient apparaître pendant l'année. L'exemple concret, c'est une année. En fait, c'est d'ailleurs ce qui a déclenché cette évolution. Une année, il y a 6 ans, quand on se mettait à parler du cloud. Les étudiants ont démarré en septembre leur cursus. Et quand ils sont sortis en juin, il n'y avait aucun qui avait été formé au cloud, alors que le cloud venait vraiment d'exploser, tout le monde en parlait. Et donc ça fait un énorme décalage. Donc du coup, ils sont cherchés un outil sur lequel s'appuyer, qui puisse suivre ça. Ils se sont dit, OK, il y a la nomenclature du SIGREF, pourquoi ne pas l'utiliser? Et donc baser le cursus sur effectivement cette nomenclature et le faire évoluer en live. On a aussi des écoles de management, comme Grenoble École de Management. Et on commence à avoir de plus en plus d'écoles d'ingénieurs qui s'y intéressent de plus en plus pour expliquer les métiers des systèmes d'information aux étudiants. Alors bien évidemment, on a des cabinets de conseil, de recrutement, et puis on a aussi des ESN, alors pour leurs propres usages internes, comme des grands groupes, ça c'est intéressant, c'est récent, mais surtout, c'est pour avoir un vocabulaire commun avec leurs clients. Tu as besoin des chefs de projet ou d'architectes. OK, on va se parler avec le même langage. Pour toi, c'est quoi un architecte? Ah ben c'est ça, la nomenclature du SIGREF dit ça. Ah, mais je connais la nomenclature du SIGREF. Donc on arrive à se comprendre. Et donc du coup, avoir un langage commun, ça facilite les choses et puis ça permet d'avancer plus vite. Oh. Les anciennes SS2I. J'utilise tellement entreprise de services numériques. Je suis tellement habitué à utiliser l'acronyme qu'effectivement, entreprise de services numériques, exact. Ou SS2I, ce qu'on appelait avant les SS2I en fait. Alors ça, c'est un exemple qu'un grand groupe m'a donné. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est un grand groupe qui m'a dit voilà comment j'utilise effectivement cette nomenclature. Hop, pardon, désolé, je me suis trompé. Aujourd'hui, effectivement, pour répondre aux besoins de l'entreprise, on a une stratégie RH qui décrit un ensemble de métiers. De ces métiers, effectivement, d'où découle un ensemble de descriptions de métiers. Ces métiers, effectivement, vont permettre de créer des fiches de poste précisant les qualifications et les expériences requises et vont effectivement directement toucher l'employé. Et ils utilisent la nomenclature du SIGREF sur cette description générique de métier, ce qui leur permet notamment, par exemple, de gérer des parcours de carrière et puis ensuite de faire de l'évaluation individuelle de compétences, puisque dans les fiches, on a ces compétences. Et puis, après, on rentre dans un cycle normal, objectif individuel annuel, les plans de formation, etc., etc. Alors, je vais simplement préciser une petite chose, c'est le petit sigle qui est là, European E-Competence Framework. Dans la description des métiers, on a inclus des compétences qui sont définies au niveau européen. Il existe un standard qui a été créé, dont les travaux ont commencé en 2009 et qui a été standardisé en 2016. Et qui décrit 40 compétences du numérique qui sont utilisées aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises, en France, mais y compris en Europe, et pas uniquement des entreprises utilisatrices de l'IT ou du numérique, mais toutes sortes effectivement d'entreprises. J'interviens du reste au niveau de la Commission européenne pour définir ce référentiel. Alors, les évolutions, je fais vite parce que vous m'avez effectivement... Non, mais prenez le temps. Depuis 2009. Alors pourquoi est-ce que je dis depuis 2009? C'est parce qu'en 2009, on a eu effectivement une grosse révolution. On avait peu d'évolution de la nomenclature jusqu'à cette date-là. C'était vraiment à la marge. On nous disait, voilà, il y a tel métier, bon, maintenant il a telle activité en plus. Et puis surtout, on avait un gros problème, c'est qu'avant 2009, on avait un ensemble de compétences qui n'étaient pas issues du référentiel européen et qui se dénombrait à environ plus de 300 ou 350 compétences diverses, et donc qui étaient absolument immaintenables. Et donc en 2009, ça a été le grand chambardement. D'une part, les membres du SIGREF nous ont dit il faut qu'on revoie les familles, j'en ai parlé. D'autre part, ils nous ont dit il faut qu'on revoie toutes les compétences, parce que 350 compétences à gérer, c'est ingérable. Or, le référentiel européen en a 40, c'est génial. En plus, il y a la GPEC qui effectivement arrive et faire une évaluation sur 350 compétences, c'est pas facile. Donc je préférais effectivement faire une évaluation sur 40 compétences, voire moins même s'il le faut, puisque tous les métiers n'ont pas ces 40 compétences. Donc effectivement, en 2009, on fait un peu la révolution.
on fait cette structuration transversale des familles métiers, et puis on intègre le référentiel de compétences pour simplifier cette ligne, simplifier la liste des compétences, avoir une granularité adaptée à la GPEC, et puis être conforme aux standards européens. Depuis 2016, donc entre 2009 et 2016, finalement, il faut donner le temps aux entreprises d'absorber ce changement. On fait des réunions régulières, le temps de passer des anciens référentiels aux nouveaux, de comprendre effectivement les évolutions et autres. Et puis en 2016, tout d'un coup, enfin en tout cas quand je dis 2016, c'est 2015-2016, tout d'un coup j'ai plein d'entreprises qui nous disent « Oui, mais alors attendez, là on a plein de nouveaux métiers qui viennent d'apparaître ». Et là, on ne sait pas comment les mettre, et on voudrait surtout savoir si la façon dont on les décrit est la même chez les autres. Et là, gros étonnement, on ne discute pas. C'est-à-dire qu'effectivement, une entreprise dit, voilà, moi j'ai un data analyst, c'est ça, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et tout le monde dit, oui, moi j'ai le même. J'ai un data engineer, voici la description, est-ce que vous avez le même? Oui, j'ai le même. Alors là, on a un consensus vraiment quasi immédiat sur tout un ensemble de métiers. Et alors ces métiers, ils sont là. Alors il y en a énormément autour de la donnée. C'est normal, puisqu'aujourd'hui, effectivement, pendant des années, les entreprises ont pensé processus pour traiter les données. Et aujourd'hui, on pense data et on crée des services et des processus autour de la data. Donc, il y a énormément de données, de métiers qui tournent autour, effectivement, de la donnée. Donc, on a créé dans la version donc 2018, dont les premiers échanges ont commencé en 2016, le data analyst, le data scientist, le chief data officer, data engineer, data privacy officer et business analyst, qui devraient effectivement venir bientôt. Beaucoup de noms anglais quand même, hein, mais on n'a pas su les traduire pour l'instant. Mais on essaye effectivement de les traduire, mais aujourd'hui on ne sait pas trop comment les traduire. Autre évolution que l'on voit depuis 2016, c'est, on en a parlé tout à l'heure, c'est la problématique de l'agilité, qui effectivement devient de plus en plus prégnante dans les projets, mais aussi dans les modes de management. Et donc du coup, on voit apparaître de manière consensuelle toujours de nouveaux métiers comme le coach agile, le scrum master, le product owner qui effectivement vient progressivement à remplacer la MOA. Enfin, en tout cas, toute la chaîne MOA, MOE sur les produits. La sécurité, pendant pas mal d'années, en 2009, on a vu la sécurité apparaître dans les fiches métiers par petites touches. Il nous paraissait, c'est pas qu'il nous paraissait, c'est que dans les référentiels des entreprises membres, on voyait de plus en plus que pour tous les métiers, il fallait être sensibilisé aux problématiques de sécurité. Et puis là, dernièrement, on nous a dit non, on va extraire certains métiers en plus. Donc on a l'auditeur des systèmes d'information, bon, bien évidemment le responsable de sécurité des systèmes d'information, qui lui a vu son rôle fortement évoluer avec les problématiques de cybersécurité. Et puis aussi quelqu'un qui intervient régulièrement un petit peu à tous les niveaux, c'est cet expert en cybersécurité, qui effectivement, on pourrait dire, une sorte de raid adhère dès qu'il y a un souci. On a parlé aussi de la gestion des fournisseurs. Ça, c'est une nouvelle famille qui est apparue. Elle n'existait pas avant. Les problématiques réglementaires, les problématiques contractuelles, quand vous passez effectivement du on-premise, quand vous passez d'une logique de logiciel installé à une logique de service, eh bien, il y a tout un ensemble de problématiques liées à la gestion des fournisseurs qui apparaît. Et ça devient très compliqué de les gérer, du reste. Alors, il n'y a pas que Oracle, SAP ou les gros, mais il y a aussi des services en ligne, où quand vous souhaitez vous passer d'une version d'Office installée à une version d'Office 365 qui est en ligne, eh bien, les contrats sont à changer, et puis il faut savoir effectivement ce qu'il y a dedans. Et puis, de la même façon, effectivement, vous avez, quand vous faites de l'open source, ça ne veut pas dire gratuit, hein, bien évidemment. Donc, il faut aussi que vous compreniez les partenaires que vous avez avec vous. Il faut que vous sachiez gérer ces partenaires, mais aussi les prestataires qui vont développer. Et donc, on s'est aperçu que dans beaucoup d'entreprises se développaient de nouveaux métiers. Donc, on a bien vu effectivement l'acheteur IT, mais aussi des managers de contrats, mais aussi des vendeurs managers, mais aussi des software asset managers, donc des gestionnaires de licences, qui deviennent effectivement extrêmement, comment dirais-je, utiles dans la gestion des fournisseurs, et qui alertent en permanence le DSI, en l'occurrence, sur les budgets liés aux prestations, mais aussi aux fournisseurs de manière générale. Et puis enfin, on a aussi des nouveaux métiers qui apparaissent, qui sont liés à la transformation des entreprises. Alors il y en a un on en a beaucoup entendu parler dans la presse, c'est le Chief Digital Officer, qui aujourd'hui, finalement, il est apparu de manière consensuelle, on l'a décrit, mais aujourd'hui, on s'aperçoit que petit à petit, c'est le DSI finalement qui reprend ce rôle-là.
souvent. Ça a été enfin, je suis en train de creuser sa tombe. Non, en tout cas, ça a été plutôt un passeur, effectivement, entre le DSI et la direction générale pour comprendre les problématiques liées à la transformation numérique. Et aujourd'hui, que la direction générale est très sensibilisée à ça, en tout cas bien sensibilisée à la problématique du numérique, le rôle de Chief Digital Officer est en train de repasser doucement, enfin en tout cas on l'observe, vers le DSI qui s'en empare de plus en plus. On voit aussi des responsables marketing de la DSI. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que les métiers des systèmes d'information étaient réduits à portions congrues dans leur représentation, c'est ça? Finalement, j'ai traduit comme ça? Ouais, c'est mal traduit, d'accord. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les métiers des systèmes d'information sont très mal connus dans les entreprises, et pourtant, ils sont partout. Pourtant, le numérique est absolument partout, comme vous l'avez dit. Et donc, on voit de plus en plus d'entreprises qui ont mis en place un responsable marketing de la DSI, dont le job est justement d'expliquer à l'ensemble des acteurs de l'entreprise, salariés, managers et dirigeants, ce que font les systèmes d'information, ce que fait la DSI, ce qu'elle est capable de faire. Et donc, c'est vraiment du marketing, hein, clairement, donc, à ce niveau-là. Et puis, enfin, on voit effectivement aussi apparaître dans beaucoup d'entreprises un nouveau métier qui est le Green IT Manager, qui se préoccupe de toutes les problématiques liées effectivement au développement durable, énergie et autres problèmes liés à l'IT. Donc, vous voyez, tout d'un coup, alors que ça n'avait pas trop bougé en 2009-2016, en 7 ans, tout d'un coup, en l'espace de 2 ans, on voit apparaître 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, il reste une vingtaine de métiers nouveaux qui apparaissent. C'est énorme. D'ailleurs, nous-mêmes à l'Observatoire avons dans le domaine des data science une Chief Data Officeuse. Oui. Dont on propose de traduire par dresseuse de code ou dresseuse d'algorithme. Voilà. Faites Elle n'est pas tout à fait d'accord pour l'instant, mais bon. Ouais. Faites attention à la traduction que vous faites. En fait, cette transformation des RH et cette apparition de nouveaux métiers, c'est vraiment pour répondre aux nouveaux défis qui sont liés à la transformation numérique. Et puis, on en parlera certainement à la table ronde. Il y a d'une part alors je vais le mettre un petit peu dans un ordre différent, mais d'abord c'est rendre l'entreprise agile. Ce qui se passe effectivement dans les métiers des systèmes d'information, c'est la traduction de l'agilité qui est en train de se répandre par percolation dans l'ensemble effectivement de l'entreprise. C'est aussi effectivement une nouvelle façon et là vous parliez d'avance en termes de management pour les SI, c'est aussi très rapidement une nouvelle façon de manager en autonomisant les collaborateurs, en leur faisant confiance. Et ça, c'est effectivement quelque chose d'important. Du coup, ça oblige à organiser différemment le travail. Lorsqu'on fait de l'agile, du scrum, quand on fait effectivement des projets qui, de toute façon, ne peuvent pas se faire sur une équipe fermée, mais sur une équipe ouverte avec l'ensemble des acteurs qui vont utiliser le produit, c'est-à-dire les directions métiers, c'est-à-dire les systèmes d'information, mais c'est aussi quelque part les partenaires internes ou externes à l'entreprise. Ça veut dire qu'effectivement, il faut organiser différemment le travail. Et ce que vous voyez dans tout ça, c'est, finalement, on ne parle pas de compétences techniques véritables. On parle essentiellement de compétences, alors j'aime bien le terme anglais, même si je ne sais pas trop le traduire, les soft skills. Ce sont effectivement des compétences comportementales, essentiellement, qui se développent énormément pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir gérer, pour pouvoir accompagner tout ce qui est ici sur le slide et qui est quand même quelque part une des caractéristiques fondamentales de la transformation numérique des entreprises. Voilà, je pense que j'ai fait mon temps. Je vous rends la parole, sauf s'il y a des questions. Merci Frédéric pour cet exposé. Je vous propose de me rejoindre d'ailleurs tout de suite. Bon. Oui, il y a quand même beaucoup de proximité et puis on échangeait encore ce matin, notamment sur, je vais revenir un cran en arrière sur cette dernière diapositive, lorsqu'on regarde, on liste sûrement
les défis RH de cette transformation numérique par rapport au métier des systèmes d'information, finalement, on trouve beaucoup de proximité par rapport à ce que nous-mêmes avons vu émerger dans l'ensemble des groupes de travail que nous avons animés, les 17 ateliers métiers, quel que soit le métier considéré. Donc il y a une vraie problématique transversale d'accompagnement donc, de cette transformation digitale autour de ces sujets-là qui ne sont... Alors je le disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de techniques attendues, mais ce qui va faire la différence finalement entre deux professionnels, et je rencontrais il y a peu dans une salle d'à côté des jeunes étudiants sur un master de mathématiques appliquées, c'est pas tant leurs compétences techniques dans le domaine des mathématiques, c'est pas ça qui allait les distinguer, et ça incluait également les techniques actuarielles, mais plutôt tout ce qu'il y a autour, ces fameux soft skills, les compétences comportementales, c'est là-dessus que la différence va se faire, parce qu'ils ne pourront pas travailler seuls à construire des algorithmes extrêmement bien faits, extrêmement performants, mais qu'ils seront les seuls à comprendre. S'ils n'ont pas la capacité de l'expliquer à quelqu'un d'autre, donc en faisant œuvre de pédagogie, et puis de le vendre à quelqu'un d'autre pour se faire comprendre de celui qui est susceptible de l'acheter, éventuellement une direction générale, à partir de ce moment-là, ça retombe à plat. Et je crois que quel que soit le sujet, quel que soit le projet, on en revient tous à cette même problématique. Je voudrais simplement intervenir, réagir par rapport à ce que vous dites. Il faut bien comprendre que la transformation numérique, ce n'est pas une problématique de système d'information, c'est une problématique d'entreprise, véritablement. Et le Chief Digital Officer en chef, c'est le dirigeant d'entreprise. Ce n'est pas le CIO, ce n'est pas le CDO, etc. C'est lui qui doit penser la nouvelle stratégie numérique de l'entreprise, la nouvelle stratégie de l'entreprise à l'aune du numérique, on va le dire dans ce sens-là. C'est pour ça que j'ai un peu réagi quand tout à l'heure il a été dit les raisons de s'intéresser au métier des systèmes d'information, c'est concevoir les systèmes d'information oblige à penser la transformation digitale. Je pense que la formulation, moi, ne me va pas en fait. C'est les nouvelles technologies, indépendamment de ce que fait le SI, oblige l'entreprise effectivement et son écosystème à se transformer, d'accord, véritablement, et donc à penser une nouvelle stratégie qui s'appuie sur le numérique. Et le CIO va la mettre en musique et la maîtrise parfaitement bien. C'est dans l'idée aussi que la donnée est la matière première de l'assureur. Ah là, tout à fait. Et que notre métier d'assureur se structure autour de l'exploitation, de la captation, de l'exploitation de cette donnée. Et bien évidemment, le système d'information est la colonne vertébrale autour de laquelle finalement tous les métiers vont pouvoir opérer pour répondre de l'objet social de l'entreprise. Tout à fait. La semaine dernière, nous étions à un colloque, et puis je passerai la parole, je m'arrêterai là. La semaine dernière, nous étions à un colloque, nous organisions un colloque sur l'agilité et l'architecture, et ce qui était montré, c'est que d'un point de vue architecture, pas automatiquement technique, on parle d'organisation, comment dirais-je, pendant des années, l'organisation était structurée autour des processus de l'entreprise, qui traitaient des données, c'est ce que je disais tout à l'heure, et aujourd'hui, de plus en plus, effectivement, d'entreprises mettent la donnée au centre et bâtissent et transforment les process qui la traitent véritablement. Et en fait, la donnée est vraiment au centre et bâtissent des services autour. C'est un changement de paradigme qui est profond et qui a un impact très, très important sur les métiers. Alors, pas uniquement les métiers des SI, mais aussi les métiers de l'entreprise et sur leur façon, effectivement, de voir la donnée, puisque la valeur ajoutée est complètement différente dans ce cas-là. Merci Frédéric.